taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Maître Sall El Hadj Amadou. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Maître Sall, témoignage sur cet illustre Sénégalais, ce cadre arraché à notre affection. Je veux parler de Moustapha Ba. La levée du corps est prévue cet instant même à l'école militaire de Ouakam. Alors oui, suivi de son enterrement à Nioro du Rip. Un cadre qui s'en est allé, oui, on peut vivre sereinement dans son domaine et disparaître de la meilleure des conditions, comme eu égard justement au témoignage. Oui, j'ai une pensée très pieuse pour mon jeune frère et ami Amadou Moustapha Ba. J'ai le souvenir et je l'en remercie. Il y a quelques jours, je devais faire une émission au cours de laquelle on devait naturellement aborder toutes les questions relatives à la situation financière de ce pays. J'ai eu un très long entretien avec lui. Il était à Paris. Il m'a aidé à mieux comprendre ce qui se passait et à mieux exprimer et essayer de clarifier. Un haut cadre. Un cadre. Et ce qui est incroyable et important et qui fait honneur à sa personne et à sa famille, c'est qu'il a fait l'unanimité autour de lui. Unanimité sur sa discrétion, l'unanimité sur ses compétences, l'unanimité sur son humilité. C'est ce qui se fait de mieux. Il était un orfèvre des finances publiques. Et il fut un des meilleurs ministres des finances de ce pays. Et je sais qu'on en a eu. Oui. On a eu Babacar Ba, on a eu Mahmoudou Touré, on a eu... et non des moindres, hein? Oui. On en a eu. On a eu, comment il s'appelle, mon ami, on l'appelle mon ami Daguit. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop. On a eu Abdoulaye Diop, on a eu Amadou Ba, on a eu Abdoulaye Daouda Diallo, on a eu d'autres, le Premier ministre de Diouf, on a eu Pape Ousmane Sakho, on a eu Loum, on a eu d'excellents ministres des Finances. On a eu la chance dans ce pays d'avoir à la fois des trésoriers, des économistes, des inspecteurs des impôts et de très bons économistes. Et dans ce lot, il était assez remarquable. C'est une perte immense pour le pays. Et ce sont nos finances qui vont souffrir de ce. Ah oui, déjà la souffrance est ressentie. Je suis tombé sur un des témoignages, le témoignage de son collègue, l'actuel directeur général du budget, Maguette Niang, qui annonce dans son poste nous, Moustapha Ba, vous allez nous manquer. Oui, tu vas manquer au Sénégal tout entier, un Sénégal désormais orphelin qui pleure un de ses illustres fils, un soldat de la République qui lui a tout donné. Nous sommes aujourd'hui dévastés par une douleur indicible, a-t-il dit sur son témoignage posté. Quelque part, un collègue qui en parle, c'est déjà la signification profonde de l'homme. Je rappelle surtout que, et c'est aussi un témoignage et pas des moindres, le président Macky Sall a fait le déplacement pour aller à Paris s'incliner sur sa dépouille et aussi prier pour lui et parler à sa famille. C'est aussi un hommage de la nation parce qu'il a été un digne serviteur de l'État. Un digne serviteur de l'État, un homme d'État, oui, savoir vivre dans son coin sereinement et partir sans crier gare. Oui, hommage donc à cet homme, à ce fils du pays, que la terre de Nioro lui soit légère. Que Dieu le couvre de sa miséricorde. Paix à son âme. Alors oui, Maître El Hadj Amadou Sall. Amadou Sall, actualité pour actualité, le Sénégal boucle la deuxième semaine d'une campagne électorale qui doit durer 21 jours. Oui, à l'issue
de la deuxième semaine, vous, de l'intercoalition Takku Wallu, quel bilan tirez? Oui, le bilan que je tire, c'est que on fait une campagne sans folklore. On fait une campagne sans fioriture. Je l'avais dit à l'entame, que cette campagne se gagnera par la capacité des uns et des autres à aller voir les gens chez eux, à leur parler, à leur expliquer, à faire de porte-à-porte une campagne de proximité. Il est vrai que la campagne de proximité n'exclut pas quelques actions spectaculaires, quelques caravanes, mais je ne crois plus, pour ce qui me concerne, à la caravane. La caravane a été inventée en 2000 sous sa forme actuelle. Le président Ouad, la marche bleue. On ne dit plus marche bleue, on dit caravane. Mais en fait, dans la caravane, il n'y a pas de discours. Il n'y a rien. On vient, on marche, on est juché sur sa voiture. Les bras en veille, on passe, il y a de la musique, les jeunes arrivent. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sont les plus jeunes, parce que ce sont les plus jeunes qui sont à la poursuite et qui sont entraînés par une caravane qui s'arrête quelque part. On dit 2 mots et on continue. C'est vrai, plus on a de décibels, plus on mobilise. Plus on mobilise, et surtout on mobilise. C'est aussi un moyen de contact, quand même. Mais c'est important, je ne dis pas que c'est pas bon, je ne dis pas, c'est une forme de campagne, mais le plus important, c'est la capacité à expliquer aux Sénégalais. Et je dis qu'au bout de 2 semaines, la première chose qu'on dit, en tout cas moi, pour ce qui me concerne, je constate que pour l'intercoalition, les intercoalitions d'une manière générale, c'est une campagne sérieuse, c'est une campagne rigoureuse qui va à la rencontre des populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aussi, nous l'avons tous déploré, on se rend compte finalement que le niveau des hommes politiques, le niveau du débat, l'expression est presque bas au niveau du sol. Et ce sont les invectives, c'est l'insolence. On a l'impression que c'est une course effrénée vers les excès. Je n'aime pas les invectives en politique. J'aime bien les empoignades. J'aime bien les discussions, j'aime bien les débats. Parce que c'est ça aussi fondamentalement le débat politique. Mais pas les invectives, pas les insultes, pas les outrages, pas les excès. Et on a l'impression que... Oui, parce que quelque part, il y a de la violence qui a été notée, ça et là, oui. Et je n'ose pas, je n'aime pas la violence. Les uns et les autres. Mais quand on appelle aux jeunes, quand on appelle les gens à la violence, quand on demande aux gens de venir avec des armes pour se venger, et que d'une manière générale, que les autorités policières ne réagissent pas, je dis c'est la porte ouverte à tous les excès. C'est une des rares campagnes. C'est vrai au début, au milieu des années 70. Au milieu des années 70, c'est vrai parce qu'il y avait le parti. Pour rappeler à nos auditeurs que vous avez un long parcours politique. Hein? Ah oui, ma première participation à un scrutin, c'est en 1978. Ah, déjà. J'avais déjà quitté le PDS en ce moment-là pour venir au RND. RND, oui. Première campagne électorale. Et je n'ai plus jamais raté une seule campagne. Le reste, soit avec le RND, avec le PLP, ou aussi avec le PDS. Avec le PDS, je n'ai pas pu, jusqu'aux années 80, je n'ai pas fait de campagne. Mais c'est là-bas que j'ai fait. J'ai eu ma première carte de militant. C'est là où j'étais encarté. Donc, je dis c'est vrai, dans les années 70, vers la fin des années 70, avec le parti unique de fait et les comités d'action qui étaient là, c'est vrai, il y avait une certaine forme de violence qui a entraîné d'ailleurs de la part de Maître Wade la création des calots bleus pour faire face au comité d'action. Mais on avait pensé que c'était terminé ça. On avait pensé que c'était terminé, d'autant qu'à partir de 1993, l'expression des Sénégalais correspond un peu au résultat. Parce qu'à partir de, vous vous souvenez très bien, en 1998, parce qu'Abdoulaye Wade disait que mathématiquement, Abdou Diouf ne peut pas gagner. Parce qu'à partir de 1993, l'élection devient un peu plus sincère. Et depuis 1993, il n'y a pas à proprement parler une contestation forte et violente du résultat. La voix des urnes. La voix des urnes. Mais justement, aujourd'hui, c'est le même processus avec Artel qui a permis de mobiliser toute l'opposition. Oui, l'Artel, c'est l'Alliance pour la
régularité et la transparence, des élections, oui, qui regroupe aujourd'hui. pour les besoins de ces législatives. Voilà, Hein? c'était pour... Vous savez, on peut aller à l'entame. Au début, lorsque le président de la République a voulu prendre la classe politique de l'opposition par surprise, j'allais dire par traîtrise. Ah oui? C'est le mot parce que vous vous souvenez très bien, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel d'une demande d'avis. Le Conseil constitutionnel lui a fait un avis, lui a transmis l'avis. Pendant 60 jours, le président de la République a conservé l'avis, ne l'a pas publié. Mais on a discuté avec ses camarades de parti, on a discuté avec le PASTEF, qui s'est organisé. Oui, c'est pas hors la loi quand même. Le président de la République ne peut pas... C'est pas hors la loi. Le président de la République ne peut pas procéder ainsi. Oui, mais je veux dire que c'est pas en dehors de la loi. Non, mais vous êtes avocat, vous êtes un homme de droit. C'est pire. Le président de la République est l'incarnation de la volonté populaire. Oui. C'est la clé de voûte des institutions. Oui. Le président de la République, c'est la transparence. Il est le président de tous les Sénégalais. Oui. Et pour une fois dans l'histoire de notre pays, un président est élu et a démissionné de tous les postes de direction de son parti pour se mettre au service de la nation. Il est le président de tous les Sénégalais. Il est le président de Ousmane Sonko, mais il est le président aussi de Macky Sall, de Amadou Ba, de vous et de moi-même. Donc c'est le président de tous les Sénégalais. Il ne peut pas, en tant que président, ouvertement déclarant qu'il sort des partis, procéder ainsi. Aucun autre président avant lui n'a fait ça. Mais un avis reste un avis quand même. Oui, mais un avis, l'avis du Conseil constitutionnel disait que le président peut dissoudre l'Assemblée à partir de telle date. Oui. C'était ça. Il a gardé cet avis secret. Et il en a discuté avec ses partisans. Quand il s'est adressé à la nation pour dire qu'il dissout, c'est en ce moment-là que les pastéfiens ont dit que oui, eux, dans 10 jours, 15 jours, ils seront prêts. Parce qu'ils se sont déjà préparés. Ils ont eu une longueur d'avance. Mais ce n'est pas important. Je dis, malgré tout ça, le président de la République a fait une déclaration plusieurs fois pour demander que tout se passe dans le calme et dans le respect de la transparence et tout soit non violent. Mais on a constaté tout de même qu'il y a eu beaucoup de violence partout. Et malheureusement jusqu'à présent, ces violences n'ont pas été sanctionnées par les autorités policières qui auraient dû prendre toutes les dispositions à partir du moment, surtout lorsque, souvent d'ailleurs, ce sont les partis au pouvoir et ceux qui sont organisés dans le parti au pouvoir qui font des déclarations publiques sur la violence en disant: venez avec des armes, nous allons nous battre, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Une simple convocation des auteurs de tels outrages et de tels excès aurait suffi pour calmer le jeu. Il n'y a rien n'a été fait et c'est dommage pour la République. Alors, oui, dans cette même rubrique, parce que vous rappelez que vous êtes le responsable du pôle d'avocats de l'opposition, c'est cela, non? Oui, on peut le dire ainsi. Le pôle des avocats de Taku, de la coalition Taku, et aussi de Intercoalition, de l'Artel, parce qu'au début, les procédures qui ont été faites par Artel, au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la Cour suprême et même au niveau de la Cour de justice de Abuja, ces procédures ont été faites par un groupe d'avocats au nom des partis. Non, c'est pas... Pour le Conseil constitutionnel, ça a été rejeté. Mais vous savez, c'est vrai, l'autorité qui est attachée à une décision de justice, c'est l'autorité de la chose jugée. La chose jugée à l'autorité de la justice. Mais elle n'a jamais, par elle-même, l'autorité de la pertinence. L'autorité de la pertinence, elle l'a. Non, tout est discutable. Elle l'a parce qu'il y a un endroit qui s'appelle université. Dans cette université, il y a une faculté de droit. À la faculté de droit, il y a les professeurs de droit, il y a les étudiants. Et les étudiants dissèquent les décisions de justice. Et quand les étudiants dissèquent une décision de justice et aboutissent à la conclusion que cette décision est mauvaise, ce n'est pas bon.
Alors, oui, mais ce qui est fait, la loi reste la loi. Reste Alors, judicata, oui, pro veritate habetur. n'est-ce pas? La chose Alors, jugée à l'autorité de la vérité. Je ne discute pas de l'autorité de la chose jugée, mais je discute de la pertinence de la chose jugée. Et justement, cette chose jugée manque de pertinence. alors, de ce point de vue, toujours dans le même prolongement, oui, vous vous occupez de la sincérité comme la transparence du scrutin. Aujourd'hui, à l'étape actuelle, que vous inspire une telle situation? Oui, de toutes les façons, je vais vous dire, je ne peux pas ne pas être optimiste. Au Sénégal, nous avons élu 4 présidents de la République, démocratiquement. Abdou Diouf, 93, démocratiquement. Abdoulaye Wade, 2000, démocratiquement. Macky Sall, 2012, démocratiquement. Diomaye Faye, 2024, démocratiquement. Oui, par voie de jeu. Et 2 présidents ont été battus démocratiquement. Abdou Diouf a été battu démocratiquement. Abdoulaye Wade a été battu démocratiquement. Le système électoral sénégalais est un système bon. Et donc, je n'ai aucun doute sur la qualité du système. J'ai des craintes simplement sur le niveau et sur l'intégrité des hommes qui sont chargés d'animer. Donc, mais ça, c'est un autre débat. D'une manière générale, se passe bien. Se passe bien. Il y a quelques excès. Là, aujourd'hui, vous l'avez tous vu, les menaces, surtout de la part de M. le Premier ministre. Il menace tout le monde. Il ne laisse personne. Dès qu'il ne supporte pas d'être attaqué, il passe son temps à attaquer. Vous vous souvenez très bien, il a traité Macky Sall de menteur. Et là, il attaque Madiambal en disant Madiambal l'a traité de menteur. Soyons sérieux. Oui, mais quand c'est des dossiers qui atterrissent justement à la justice, le soin à la justice. Ah oui, non, oui. C'est pas mon problème. Oui, On ne devrait pas, en campagne électorale, mêler la justice de ces affaires-là. Lorsque le Premier ministre Ousmane Sonko a traité Macky Sall de menteur, ancien président de la République, une plainte n'a pas été déposée contre lui. Aucune plainte. C'est une question d'appréciation. Oui, mais c'est ça. Oui. C'est une question de niveau. C'est une question aussi de délicatesse. Parce que la classe politique, le champ politique, devait être occupé par des hommes qui ont une certaine délicatesse, un certain sens de l'honneur. Quand les gens ne portent pas plainte contre vous, alors que vous exprimez avec beaucoup d'excès, vous vous souvenez, c'est un fait, vous vous souvenez, tout le monde le sait. Je ne jette pas la pierre dans le jardin de Ousmane Sonko, mais quand même, Ousmane Sonko dans l'opposition était un homme d'excès. Il y a eu beaucoup d'outrages. Mais tout ça, c'est une question d'appréciation. À l'endroit des journalistes, à l'endroit des militaires, des policiers, des gendarmes, des magistrats, des fonctionnaires, des juges, des avocats, à l'endroit de tout le monde. Et aujourd'hui, il ne supporte pas une once de critique. Dès qu'on le critique, celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, les députés, vous n'aurez pas le temps de discuter. Mais il vous inquiète autant? Non, il ne m'inquiète absolument pas. Mais justement. Non, j'analyse ce qu'il dit. Le Premier ministre, qui a le pouvoir exécutif, parle ainsi de ses citoyens, évidemment, on se dit, comme disent les Polars, ça fait peur. Ça fait peur dans le sens où le pouvoir qui lui est octroyé par la volonté populaire, parce que la volonté populaire... Mais là, c'est un président de parti qui est sur le terrain politique. Non, c'est un Premier ministre. Il est sur le terrain politique, avec sa casquette même sur le de tête de liste. Vous savez, on est en campagne, maître. On est en campagne. Il y a un discours qui est un discours d'un homme politique, ça ne me dérange pas. Il y a le discours d'un homme d'État. Mais ça, c'est pas l'homme d'État. Convenez avec moi qu'on est sur le terrain politique en pleine campagne électorale. C'est un homme d'État à qui est confiée la responsabilité de diriger l'exécutif de notre pays. C'est le Premier ministre de la République du Sénégal. Quoique sur le terrain politique, il peut s'exprimer politiquement, mais il y a la retenue de sa fonction. Alors, sinon en ce moment-là, qu'il se départisse de son manteau et on verra bien. Parce que si on porte plainte contre lui aujourd'hui, il a porté plainte contre Anta Babacar Ngom pour quelques petits. Mais non, mais c'est un démembrement de son parti qui a porté plainte à Diourbel. Anta Babacar Ngom, si on la convoque, elle va répondre. Ousmane Sonko, si on le convoque, il ne répondra pas. Je le mets au défi.
Oui, c'est un défi. Parce que plainte sera déposée contre lui. Mais je peux vous garantir. Ah oui, vous l'annoncez? Non, je peux vous l'annoncer, mais c'est normal. Oui, mais est-ce que vous annoncez l'éventualité d'une plainte contre lui? Ah oui? Sur quelle base et pour quel objet? C'est ça, vous le saurez. Et je vous dis, quand une plainte sera déposée contre lui, qu'on le convoque, il ne se présentera pas. Alors donc, il faut bien que... Ah non, vous ne pouvez pas répondre à sa place. Vous ne pouvez pas répondre à sa place. Je dis qu'il ne le fera pas. Oui, mais vous répondez à sa place. Je ne réponds pas à sa place, je vous affirme qu'il ne le fera pas. Ah. C'est une affirmation que je fais. Il ne le fera pas. Parce qu'il y a une seule chose qu'il craint, c'est de répondre à la justice. Et on le sait, on l'a vu. C'est dans son ADN. Il ne répond pas à la justice. Mais est-ce que... répond à la justice, oui. Contraint et forcé. Est-ce que compréhensible et acceptable de réduire le débat à un seul nom présentement? Non, je ne réduis pas. Oui, alors que le débat, la campagne électorale bat son plein. Mais justement, depuis tout à l'heure, vous ne faites que parler de lui. De qui? D'Ousmane Sonko. Ah non, ce n'est pas exact. Je ne parle pas que de lui. Alors, vous m'avez posé une question le concernant. Alors, on parle de contenu de cette campagne électorale autour de l'intercoalition Taku Wallu. Et là, Jean-Modou Sall, aujourd'hui, Taku Wallu défend un projet de législature. On prend l'exemple de la justice. Justement, quel est pour Taku Wallu le programme qu'il compte mettre en œuvre une fois présent à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de... Je vais vous dire, là, c'est l'ancien ministre de la Justice d'Abdoulaye Wade qui vous parle. Vous savez, au niveau de la justice, il y a eu les assises, pas les assises, la conférence, le dialogue national qui a été organisé à l'époque par le président Macky Sall. Et sur la justice, il y a plusieurs choses qui avaient été prévues. N'oubliez pas déjà que c'est sous la présidence de Macky Sall que les tribunaux de commerce ont été mis en place. C'est sous sa présidence également que les cours d'assises ont été, mis en place. Pas le projet date de Maître Wade, mais la mise en place date de Macky Sall. Et le projet est de... Oui. Et des propositions ont été faites sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et ces propositions visaient à augmenter le nombre de juges élus par leur pairs, de sorte qu'il y ait un équilibre au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et bien entendu que la question de la présence ou non du président de la République était superfétatoire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Conseil soit équilibré dans sa formation, que les magistrats élus soient équilibrés par rapport à ceux qui siègent de droit. Deuxièmement, c'est que certains postes de responsabilité soient ouverts à la concurrence. Étant entendu, naturellement, que le ministre de la Justice garde un pouvoir de proposition. C'est ça. C'est la deuxième chose. Que l'inamovibilité des magistrats ne soit pas absolue. Parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un reste quelque part pendant plus de 5 ans, mettons. Quand on est juge, je donne toujours l'exemple de Saraya parce que c'est une petite ville, un juge à Saraya qui reste à Saraya pendant 5 ans, il ne peut plus juger parce qu'il connaît tout le monde. Il devient un notable, il ne peut plus juger personne. Donc, que dans certains postes, on ne peut pas y rester durant un certain temps. Ça fait partie des propositions qui avaient été faites et qui avaient l'heure d'équilibrer le fonctionnement de la justice. Par conséquent, oui, sur le fonctionnement de la justice, voilà ce qui avait été proposé. Il avait été proposé également une modernisation de l'État. Une modernisation de l'État qui rend la présence du citoyen presque obsolète. Parce que la présence physique du citoyen, l'obligation de présence du citoyen crée un déséquilibre. Non seulement crée un déséquilibre, mais crée également une inégalité devant les charges publiques. Je donne un exemple très simple. Revenons à Saraya. À Saraya, il y a certaines administrations qui ne sont pas présentes. Alors que ces administrations, probablement et certainement, sont présentes à Tambacounda, ou à Sédou, ou à Matam. Donc l'habitant de Matam est privilégié par rapport à l'habitant de Saraya. Donc il faut créer les conditions telles que la présence physique
du citoyen devient obsolète. En modernisant l'État, il y avait quand même il y a un document dans ce sens-là qui a été fait. Alors, qu'est-ce qui va finalement changer au regard justement des propositions de législature, donc de l'intercoalition Takualu, parce qu'on parle de séparation des pouvoirs aujourd'hui. Que deviendra l'Assemblée nationale pour Takualu? C'est-à-dire qu'il faut qu'on en arrive à équilibrer les pouvoirs. Équilibrer les pouvoirs, ce n'est pas seulement équilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Il y a la décentralisation. C'est-à-dire renforcer la décentralisation. En arriver à l'acte 4 de la décentralisation, les jalons étaient posés en temps du moins que ces actes concernent la réflexion qui a été faite. D'accord? La territorialisation des politiques publiques. À ce niveau-là, il y a énormément de choses à faire. Bon, il faut que les populations au niveau local prennent leur destin en main. Et il faut faire en sorte que dans ce pays, qu'il n'y ait pas de microcéphalie comme la capitale l'est, mais qu'il y ait des pôles, que la territorialisation permette un développement local. Et donc que les populations puissent rester. Et je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que je tire de ce que le président Wade avait proposé. Le président Wade avait proposé la création des cases de tout petit. Et à l'époque, j'étais son porte-parole et l'exemple type qu'on donnait, c'était l'exemple de Kédougou. Quand il y a des cases de tout petit à Kédougou, quand il y a l'école primaire à Kédougou, quand il y a le collège à Kédougou, quand il y a le lycée à Kédougou et l'université à Tambacounda, plus les mines de fer de Kédougou, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jeune qui est né à Kédougou fait la maternelle à Kédougou, son cycle primaire, son cycle secondaire, il fait l'université à Tambacounda et il est ingénieur, il revient à Kédougou, il est ce qui se fait de mieux, il n'a jamais mis les pieds à Kaolack. Mais en termes de décentralisation, en termes de territorialisation, en termes même de développement local, on ne peut pas trouver mieux. Et ça, c'est la décentralisation qu'il permet, c'est le développement des structures, des infrastructures au niveau local qu'il permet. L'université des études de la terre à Tambacounda, parce que c'est la région où, du point de vue des spécificités géologiques, où il y a la plus grosse richesse géologique de ce pays, il est normal que Tambacounda soit spécialisé dans ce secteur-là. Il est normal que Tambacounda soit spécialisé dans les chemins de fer, parce que c'est un centre de triage, un centre, j'allais dire, logistique pour les chemins de fer et pour tout ce qui était à destination du Mali. Alors, c'est important, bien important d'ailleurs, justement au regard justement des initiatives en termes de développement, surtout de projets en termes de législature. Sur un autre registre, une des fonctions dévolues à l'Assemblée nationale, c'est la fonction d'évaluation et de contrôle. Là également, quelle proposition? Oui, déjà, l'évaluation des politiques publiques et le contrôle des politiques publiques et de la compétence aujourd'hui de l'Assemblée nationale. C'est ça. Il faudrait peut-être renforcer les compétences de l'Assemblée nationale en la matière. Bon, parce que le député, il n'est pas spécialiste de ces questions. Mais si l'Assemblée nationale a toutes les structures et le personnel qu'il faut pour préparer les députés et mettre à leur disposition les moyens de pouvoir faire cette évaluation des politiques publiques, évidemment, c'est un pas important. Donc, il y a, disons, un énorme effort qu'il faut faire pour mettre l'Assemblée nationale à la hauteur des exigences de ces nouvelles responsabilités aujourd'hui. Il y a cela. Mais du point de vue législatif, l'Assemblée a énormément de pouvoir. C'est vrai que il faut qu'on rende justice à notre système. On a toujours dit qu'on a un président hyper puissant, hypertrophié. L'on s'est rendu compte avec la présence forte du Conseil constitutionnel et l'appréciation par le Conseil constitutionnel des décisions des dernières l'expérience qui a été du président Macky Sall, qu'il y a quand même un équilibre des pouvoirs. Et que le Conseil constitutionnel... À l'épreuve. Voilà, à l'épreuve, si le Conseil constitutionnel joue son rôle, si les cours et tribunaux
il joue le rôle sans fioriture, sans peur, sans crainte, sans rien, mais qu'il se limite à l'application de la loi, on se rend compte que les pouvoirs sont équilibrés. Sont équilibrés. Voilà. Oui, finalement, qu'est-ce qui va changer? Et de mieux pour la prochaine législature que compte nous proposer l'intercoalition Taku Wallu? Oui, c'est le renforcement. Le renforcement de ce qui est en permettant aux députés de jouer son rôle. Le député n'est pas seulement là pour voter des lois, même pour le vote des lois. Pour voter une loi, il faut que le député toujours puisse, disons, être là dans un dialogue avec le gouvernement. Et pour dialoguer avec le gouvernement, il faut avoir les compétences. Parce que le gouvernement, qu'est-ce que c'est? Le gouvernement a à sa disposition l'administration. Toute l'administration. Le projet de loi qui arrive a été circularisé au niveau à la fois du gouvernement, mais aussi de l'administration. Fait toutes les administrations concernées. Donc, toute l'administration est au service du projet de loi. Mais le projet arrive à l'Assemblée, il faut que l'Assemblée ait les moyens d'étudier également ce projet de loi. Et pour cela, il faut renforcer les structures de l'Assemblée. Si l'Assemblée se limite simplement à ses députés, c'est une assemblée qui ne servira pas à grand-chose. Les députés, c'est excellent, ce sont les représentants du peuple, mais il faut qu'ils aient à leur disposition, comme l'exécutif, une administration et une expertise à leur disposition pour leur permettre d'être à la hauteur de leur tâche. Peut-être même des consultants parlementaires ou des experts parlementaires pour les accompagner. C'était un vieux projet quand même. Les assistants parlementaires. Les assistants parlementaires. Sous Moussa Fagnas existait quand même. C'était acquis. Il faut le renforcer. Il faut le renforcer parce que c'est ça qui permet également le recrutement de certains de nos cadres qui viennent des écoles de formation et de l'université. Parce qu'il ne s'agit pas de recruter son petit frère, son militant, mais il s'agit de recruter des gens compétents, qui ont la compétence qui leur permet d'aider le député à exercer. Vous avez dit que le député n'a pas pour seul rôle justement de voter des lois, mais justement, il est le représentant des Sénégalais et de ce point de vue, doit se préoccuper des problèmes des Sénégalais à la base quelque part. Est-ce que vous sentez ou que comptez-vous faire une fois justement à l'Assemblée nationale pour justement les préoccupations des Sénégalais aujourd'hui qui sont assez complexes? Oui, il faut quand même savoir aussi quelle est la limite ou les limites des compétences des députés. Oui. D'accord, c'est sûr. Mais ils ont la possibilité de légiférer. Oui, ils peuvent, mais c'est assez par complexe. Des propositions de loi. Parce que la proposition de loi des députés ne peut pas aggraver les charges financières. C'est ça, oui, techniquement, ça se comprend. Donc ça obéit à justement des conditions. Une proposition de loi. À des conditions, oui. Une proposition de loi. Si c'est à incidence financière, sera rejeté. Voilà. Mais ça, c'est connu. Ça ne sera pas rejeté. Ça ne peut être mais justifié. Si c'est justifié, à incidence financière et justifié, mais là, ça peut passer. Là, cela voudrait dire qu'il faut que le député ait une certaine maîtrise du budget, de l'exécution du budget, des finances publiques. C'est un peu plus compliqué. Pour le moment, limitons-nous à ce que la loi dit, ce que la Constitution dit, le vote des lois, l'évaluation des politiques publiques. Parce que quand même, pour évaluer des politiques publiques d'un État, du gouvernement, c'est énorme comme responsabilité. Oui. C'est énorme. Et si l'Assemblée fait son travail à ce niveau-là, et si l'Assemblée est dotée des compétences et des capacités que requiert cette tâche, c'est déjà un pas important. Allons-y, marchons sur nos deux pieds. Allons-y lentement, allons-y doucement, mais allons-y sûrement. Faisons en sorte que l'Assemblée nationale exerce la plénitude de ses pouvoirs. Contrôle le gouvernement. Qu'il contrôle au quotidien le gouvernement et qu'il évalue. Alors, et qu'il vote. Maître El Hadj Amadou Sall, invité d'objection, responsable du pôle d'avocats de l'intercoalition Taku Wallu. Maître, aujourd'hui, une chose est de proposer, une autre est de convaincre. Vous parliez tout à l'heure de l'intercoalition Taku Wallu aujourd'hui, qui est une grande coalition avec le président Macky Sall, avec l'ancien Premier ministre Amadou Ba, mais avec aussi comme Barthélémy Diaz aujourd'hui, qui sont des têtes de figure de la politique autour de l'intercoalition. Expliquez-nous comment cela a-t-il été fait et qu'est-ce qui a été déterminant dans la réalisation de cette intercoalition? Oui, il faut d'abord dire qu'il y a 3 grandes coalitions. Oui. Je ne me focalise pas
sur leur dénomination, Oui. parce que je parle au plus grand public. Il y a la coalition autour de Barthélémy Diaz. Oui. Il y a la coalition, c'est Taxawu. Oui. Il y a la coalition autour de Amadou Ba. Il y a la coalition autour de Macky Sall. Ce sont les trois grandes coalitions. Et ces Qui trois grandes- font l'intercoalition. Voilà, ces trois grandes coalitions ont fait l'intercoalition pas sur toute l'étendue du territoire. Oui. Ils ont fait... Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même certaines zones, dans certains départements, Ouais, ils ouais. ne sont pas présents. Vous savez, c'est ça que je disais, c'est vrai, il faut peut-être mettre ça sous le compte de l'égoïsme. Hein. Il faut avoir le courage aussi de dire les choses telles quelles. De l'égoïsme des hommes politiques et aussi, j'allais dire, de leur incapacité à parfois à s'entendre sur ce qui pourrait être l'essentiel. Moi, je demeure convaincu, c'est mon sentiment, que si ces trois grandes coalitions avaient réussi à faire une liste commune partout sur l'ensemble des départements, la question de la majorité ne se poserait plus. Une seule question resterait alors en suspens. Quelle majorité? Est-ce que c'est une majorité absolue pour l'opposition ou une majorité qualifiée? Mais bon, on se contente de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est pas mal, c'est peu, mais c'est déjà important. Donc, il y a des endroits, des départements dans lesquels les trois coalitions ont formé une intercoalition. Par exemple, À Dakar. à Dakar, c'est vrai à Dakar, c'est vrai à Guédiawaye, c'est vrai à Tivaouane. Il y a d'autres endroits où certains partis ont renoncé à leur candidature et ont demandé à voter pour telle coalition. Par exemple, dans le Diourbel ou dans le Mbacké, toutes les coalitions sont d'accord pour voter pour la coalition dirigée par Macky Sall. Et ainsi de suite. Et à Matam? À Matam, je pense que Barthélémy Diaz et Macky Sall ont même coalition. Il y a une liste, je n'ai pas la liste avec moi, mais la coalition la plus forte est la coalition faite entre, j'allais dire, Karim Wade, disons le PDS, Abdoulaye Wade, Macky Sall et Barthélémy Diaz. Cette coalition, il y a une coalition entre Macky Sall, Abdoulaye Wade et les autres libéraux. Abdoulaye Baldé, Oumar Sarr, Modou Diagne Fada, etc. C'est-à-dire qu'autour des libéraux, il y a une coalition. Autour de certains libéraux, pas tous. Oui, de la plupart. La plupart des libéraux. Cette coalition n'est pas présente partout. Il y a des endroits où cette coalition a décidé de ne pas présenter de candidats et de favoriser les candidats de Barthélémy Diaz. D'accord? Bon, et il y a une intercoalition plus forte qui est entre, encore une fois, Abdoulaye Wade, et Abdoulaye Wade c'est Karim Wade en même temps, Macky Sall, Idrissa Seck, Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada et d'autres libéraux. Mais Idrissa Seck, on ne l'entend pas. Oui, mais son parti y est. Ah oui? Donc, et cette coalition-là, avec la coalition de Khalifa Sall, Anta Babacar Ngom, Thierno Bocoum, Bougane, il y a des endroits où, ensemble, ils ont une seule liste. Il y a d'autres endroits où Barthélémy Diaz a présenté des listes, mais a dit « Je renonce à mes listes et je veux que l'on vote pour la liste dirigée par Macky Sall. » Mais bon, je n'ai pas la liste avec moi. Il faudra mais on a compris le sens quand même. Pendant la dernière semaine, oui. pour ce qui reste de la dernière semaine, naturellement, je pense que le devoir de nos responsables, parce qu'ils font non pas le travail de caravane, le travail spectaculaire, ils font le travail d'abeille. Sur le terrain, ils expliqueront aux populations ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc, à chaque endroit, les gens, en tout cas nous, nos responsables et nos militants et nos électeurs sauront avec quel est le mot d'ordre qui a été donné et pour qui. Et quelle est la finalité d'une telle stratégie? Mais la finalité d'une telle stratégie, c'est de nous donner les meilleures chances. Justement, à l'entame du 3e semaine, êtes-vous optimiste? Je suis particulièrement optimiste parce que les échos qui vous parviennent. Il y a cette discipline
qui est en train de se manifester de part et d'autre. Parce que les gens se débarrassent entre-temps de leur ego. Je sais par exemple, et c'est à leur honneur, que la coalition dirigée par le Premier ministre Amadou Ba a renoncé à ses candidats dans la région de Mbacké. Et ils demandent que tout le monde vote pour la liste dirigée par Macky Sall. C'est important, c'est une renonciation. Ils ont su se parler? Je ne sais pas s'ils se sont parlé directement, je ne sais pas. Mais Karim Wade de Macky Sall, oui, expliquez-nous un peu les couloirs de ce que nous ne savons pas aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas, je ne vais pas vous l'expliquer. Oui. Nous vous l'expliquerons le moment venu. Mais je veux dire, nous sommes sur le champ politique. Et dans le champ politique... Parce que ça paraît surréaliste. Non, ce n'est pas surréaliste. Je vais vous dire, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Combien de fois Abdou Diouf a arrêté Abdoulaye Wade? Combien de fois Abdoulaye Wade s'est retrouvé au gouvernement avec Abdou Diouf? Au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Il ne l'a pas exilé quand même. Oui, bon, il ne l'a pas exilé, mais il l'a mis en prison. Vous savez, moi-même, je me suis retrouvé en prison sous le régime de Macky Sall. Mais vous savez, le champ politique est un champ de confrontation. Quand il y a la confrontation, on y va à fond. À fond. On ne se fait pas de cadeaux. Et après, on fait table rase de tout ça? Non, on ne fait pas table rase. On se dit des fois, est-ce que, après tout, parce que si on est rancunier, ça ne marche pas. La politique n'est pas l'intérêt de l'État, l'intérêt de la nation. La politique, ce n'est pas fait pour les rancuniers. La politique, c'est quelque chose de raisonnable. Ce sont des intérêts qui sont là, des intérêts partisans. Mais les intérêts partisans, pour les partisans, se confondent avec les intérêts du pays. Parce que moi, je regarde les intérêts du pays à l'aune de ma conviction. Est-ce au prix de la transhumance? Comment? Est-ce au prix de la transhumance? Non, il y a... Vous savez, moi, je ne crois pas à la transhumance, je n'aime pas la transhumance. Il peut y avoir des accords politiques. Ça ne me dérange pas à un moment ou à un autre. Vous en avez perdu, hein? Oui, des gens qui Beaucoup d'entre vous vous ont quitté. Je sais, oui. je sais. Je vais vous donner des exemples. Oui. En 2000. Oui. En 2000. Mon grand frère et ami Ousmane Tanordien. Paix à son âme. Paix à son âme, c'est mon grand frère. On en a rigolé d'ailleurs quand on se rencontrait. Je l'ai toujours dit que Tanor était un coffre-fort ambulant à l'époque. En 2000, si vous voyez, si vous en avez le souvenir, vous étiez là. Le nombre de personnes qui ont quitté le PDS à l'entame de l'élection présidentielle, qui sont allées au PS, on avait l'impression que c'était des milliers, des millions de personnes que tout le PDS avait quitté pour rejoindre le PS. Mais ça n'a pas empêché la défaite du PS. Vous vous souvenez en 2012, le nombre de personnes qui ont changé de camp, qui sont venues au deuxième tour, prétendument soutenir Abdoulaye Wade. Et les gens ont dit qu'on distribuait, quelqu'un a dit qu'il y avait une cargaison d'argent à la présidence de la République. Les gens venaient par grappe entière pour soutenir Abdoulaye Wade. Et Wade, vous vous souvenez, il faisait des caravanes, il était partout. On a dit 1 million de personnes dans la rue, 500 000 personnes, 100 000, partout où passait Abdoulaye Wade, il y avait une foule énorme qui était là. Résultat, Macky Sall a gagné. Donc, vous savez, moi, cette histoire de transhumance, c'est vrai, ça traduit quelque chose d'immonde. Je ne comprends pas, moi ça me choque, quelqu'un qui est sur une liste, qui est candidat sur une liste, 2 ou 3 jours auparavant, qui tape le plus fort possible, avec des termes inclassifiables, inqualifiables, qui tape sur l'adversaire. 3 jours après, il demande à voter pour l'adversaire, alors que lui-même est sur une liste. Et je trouve que ceci ne fait pas honneur à la classe politique sénégalaise. Ça discrédite la classe politique sénégalaise. Mais de votre côté aussi, vous en avez enregistré. Oui, mais moi, je ne crois pas. Vous savez, moi, je vous le dis, j'ai été opposant de Macky Sall. Je l'ai été. À un moment donné... Vous en avez discuté avec Macky Sall sur ses départs? Oui, mais il en est tout malheureux. Moi, j'ai été opposant de Macky Sall. À un moment donné, à la suite du dialogue national, on s'est entendu parce qu'on s'est accordé sur un certain nombre de choses. Quand on discute, quand il y a un dialogue national, on discute d'un certain nombre et qu'on s'accorde et qu'on vous dise, essayons de nous mettre ensemble sur ce sur quoi on s'est entendu. Évidemment, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne crois pas celui qui est là, qui est membre d'un parti, qui est membre d'une liste, qui
qui est investi sur une liste en pleine campagne électorale, qui dit à ses partisans, ne votez pas pour moi, ne votez pas pour ma liste pour laquelle je me suis battu, mais votez pour l'adversaire, je ne comprends pas. Alors, oui, c'est la transhumance à la sénégalaise, hein, de plus en plus. Il faudra bien mettre un terme. Constaté, il faudra surtout mettre un terme parce que oui. Lorsque ça va vers un parti qui était anti-système, parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Le parti PASTEF, on l'aime ou on l'aime pas. C'est pas important. C'est un parti qui est là, qui est dans le décor. Et aujourd'hui, qui a le pouvoir. En tout cas, qui a un candidat qui a été élu président de la République, donc qui a le pouvoir. Quand on a le pouvoir et qu'on a gagné le pouvoir sur la base de ce qui apparaissait comme des principes, Djub, Djubal, Djubanti, anti-système, on veut que les choses se passent désormais selon des règles qui sont là, sur lesquelles on s'entend, qui accède au pouvoir et qui fait pire que les autres. De ce point de vue-là, il n'y a pas pire, de... c'est-à-dire En termes de... Il n'y a rien à changer jusqu'ici. Non, c'est pire. Rien n'a changé. Non, c'est pire. C'est quoi? En quoi? Même si rien n'a changé, c'est encore pire. En quoi? Quand on a été élu sur le changement, Oui. sur la base du... Comme ça a toujours été le cas. Non. Ici, la transhumance a été vomi. Les discours sont là. La transhumance est vomie. La transhumance a été jugée. La transhumance a été condamnée sous sa forme actuelle. C'est ceux qui ont vomi la transhumance. C'est ceux qui ont jugé la transhumance comme étant contraire à nos valeurs. C'est ceux-là même qui font plus que tout le monde en matière de transhumance. Alors, mettez la oui, le mode d'action du président Macky Sall aujourd'hui pour cette campagne électorale via réseaux sociaux, quelque part, absent, présent. Pourquoi ce mode de campagne? Pourquoi n'est-il pas venu battre campagne comme tout le monde? Il faut d'abord... Alors qu'il est inscrit tête de liste. Il faut d'abord comprendre pourquoi Macky Sall est candidat. Oui. C'est important. Macky Sall est candidat, il l'a dit. Il est candidat. Moi, je me suis expliqué bien avant lui sur ça. Oui. Il a, vous savez, quand un parti perd le pouvoir, dans les conditions dans lesquelles son parti là, disons, le bloc mais pourquoi ne pas évaluer cette défaite? Jusqu'ici, attendez, ça pose problème dans ce pays. Non, ça ne pose pas de problème. Pourquoi il n'y a pas eu d'évaluation? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, dites-vous, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été rendue publique? Il y a des instances qui évaluent. Oui, d'accord? Il y a des instances qui évaluent. Je parle de la défaite. Dans les partis, il y a des instances qui sont chargées d'évaluer. L'ont-ils fait, ne l'ont-ils pas fait? Ça, c'est un autre débat. Mais je ne suis pas au Vous êtes dedans, non? Je ne suis pas au niveau de l'évaluation, je suis au niveau de l'explication de la candidature de Macky Sall. Pourquoi Macky Sall est candidat? Il s'en est expliqué. Il est membre il était à la tête d'une coalition, Benno Bokk Yakaar, qui a perdu le pouvoir comme il l'a perdu. Quand une coalition comme ça perd le pouvoir dans ces conditions-là, évidemment, il y a, je mets entre guillemets, une débandade dans les rangs. Vous l'avez vu, des gens partent. Ceux qui semblaient être les plus fidèles sont partis. Il y a une querelle des égos. Il y a un combat pour le leadership. Et si on laisse faire, ce sera une décrépitude. C'est ça la réalité. Mais lui, il se dit, dans ces conditions-là, l'élection, malheureusement, il y a eu une désélection anticipée. Et le parti, le bloc majoritaire n'a pas eu le temps de faire sa mue, de faire ses mutations, que de nouveaux leadership s'exercent ou qu'un leadership principal s'exerce. C'est dans ces conditions-là qu'il dit, bon, pour égaliser tout le monde, je suis tête de liste. Il n'est pas tête de liste pour être député. Il est tête de liste à la fois pour rassurer ses militants, pour rassurer ses partisans et également pour amener son bloc de l'époque à la victoire. C'est pourquoi. Donc c'est ça. Et c'est ça aussi qui constitue à la fois la force. C'est à la fois la force de sa candidate, mais ça en constitue également quelque part une certaine forme de faiblesse. Bon, parce que c'est vrai, le bloc
qu'il défend a été battu il y a 6 mois. Comment on peut passer en 6 mois de cette défaite à une victoire? C'est vrai, c'est difficile. Mais il faut y croire parce qu'en réalité, comment Macky Sall a été l'électorat reste le même. Non, l'électorat reste le même, mais les élections ne sont pas les mêmes. Macky Sall le candidat de Macky Sall n'a pas été battu parce qu'il n'y a pas de bilan. On a été battu simplement, comme je l'ai dit, je le maintiens, je n'ai pas peur de le dire, il y a eu un problème de gouvernance. Je le dis, Macky Sall est le digne fils d'Abdoulaye Wade. Sur le bilan, ils sont imbattables, ils ont un bilan exceptionnel. Bilan matériel. Le bilan matériel, mais sur la gouvernance, il y a énormément de petits soucis et c'est sur ces assez suffisant, non? Non, c'est pas... je veux dire, c'est une complexité. Un bilan, c'est un bilan matériel, un bilan de gouvernance. D'accord? Bon, c'est les deux à la fois. Il y a certains qui mettent le bilan matériel au devant, d'accord, qui le privilégient, d'autres mettent la gouvernance comme axe privilégié. Et d'autres mettent les deux ensemble. Alors, il a transmis une correspondance dans laquelle il explique sa stratégie, comment convaincre l'électorat. Et vous, à votre niveau, comment prendre ça en charge sur le terrain? Ben, sur le terrain, encore une fois, je l'ai dit... Parce qu'on s'achemine vers la troisième et dernière semaine. Cette dernière semaine doit être consacrée exclusivement aux actions de proximité, à la politique de proximité, au renforcement de la politique de l'abbaye. Aller dans les quartiers, aller dans chaque maison, parler avec toutes les personnes, leur expliquer les différences dans la force de l'intercoalition et dans chaque endroit pour quelle coalition voter. D'accord? Et ça, c'est important. Expliquer également la lettre de Macky Sall, le contenu de la lettre de Macky Sall, l'orientation de la lettre de Macky Sall et aussi les exigences de notre politique pour équilibrer les pouvoirs. Ne pas tout donner au même parti. D'accord? Faire en sorte que l'Assemblée nationale soit véritablement le lieu où il y a un débat politique. Et qui dit débat politique dit des forces équilibrées. Alors, maître, oui, la toute dernière question. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis avec cette large victoire de Trump. Avez-vous été surpris et quelle lecture pouvez-vous apporter? Je ne suis ni surpris ni étonné, mais j'ai une seule lecture. Laquelle? Ça permet à nous autres Africains de prendre conscience de ce que nous représentons. Le mot d'ordre du président Trump, Donald Trump a un seul mot d'ordre. America first. Make America great again. Pour nous autres Africains, la seule chose qui compte, Africa first. Pour les Sénégalais, la seule réponse, comme vous dites, Sénégal first. Croyons à notre pays, soyons audacieux, soyons conscients que notre pays a les ressources humaines, techniques, peut-être financières, en tout cas la volonté de faire de notre pays ce que nous voulons qu'il soit. Alors, il est possible de réunir, de créer un consensus sur le plan politique et justement, nous en parlons. Qu'est-ce qui peut être déterminant sur des questions précises de souveraineté, sur des questions qui doivent nécessairement créer un consensus? Sur la démocratie, sur l'école, sur la politique étrangère, sur la sécurité, sur la santé, on doit avoir des consensus forts. Et on doit avoir des politiques qui ne bougent pas en fonction de ceux qui sont au pouvoir. C'est important. Maître El Hadj Amadou Sall, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir, encore une fois, de discuter avec vous, d'aller en profondeur sur les questions en jeu et qui touchent spécifiquement l'intercoalition Tako-Walo. Le mot de la fin. Non, merci beaucoup. Nous sommes en démocratie, que les Sénégalais sortent et qu'ils s'expriment en masse. Pour rappeler que le scrutin, c'est ce 17 novembre 2024. Les Sénégalais trancheront et certainement choisiront librement leur prochain député pour la prochaine législature. Merci encore, Maître Sall. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.
Prière également pour une réussite totale à Momar Diong qui a effectué sa passation de service. Merci, au revoir, à dimanche prochain. Un grand bravo à l'équipe digitale. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5, vous êtes sur Sud FM. Eh bien, rendez-vous avec Dianovi Eladj Malik Ndiaye qui reçoit Daouda Ndiaye qui est également tête de liste. Oui, la diversité, c'est source de progrès en démocratie. Dites-vous, maître? Oui, absolument. La démocratie, c'est ça. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé